Monsieur Decastre, bonjour. Vous avez quitté en Bonjour. septembre AXA, où vous étiez président-directeur général. Durant toutes ces années, comment vous avez pu insuffler à la tête du groupe cette envie de promouvoir le groupe et de le faire grandir? Je pense que l'assurance est un métier magnifique parce que c'est un métier qui est là pour protéger ceux qui vous font confiance. Je pense que l'exercer au niveau mondial était pour les équipes du groupe une opportunité formidable. Et donc promouvoir le groupe, promouvoir sa croissance, promouvoir ce qu'il pouvait faire au service de ses clients dans un nombre croissant de pays, c'était quelque chose de très exigeant au quotidien, mais c'était quelque chose aussi de très enthousiasmant. Sur l'engagement, AXA, donc à tout cœur, est une association qui aujourd'hui a plusieurs années d'existence. Est-ce que vous pouvez en parler? AXA à tout cœur est une association qui est dirigée aujourd'hui par Raphaël Binda, qui est à côté de nous, qui a plusieurs dizaines d'années d'existence. Aujourd'hui, c'est Claude Bébéar qui l'avait créé. J'ai évidemment voulu continuer à la développer. Et depuis maintenant, ça fait quoi, 4 ans ou 5 ans? 4 ans. Ça fait 4 ans. Depuis 4 ans, Raphaël lui a donné une impulsion nouvelle. C'est une association qui exerce ses activités avec les collaborateurs d'AXA en France, mais aussi dans le monde entier. C'est-à-dire dans chacune des filiales d'AXA dans le monde, il y a un AXA à tout cœur qui mène des actions qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre, mais dont l'objectif est surtout de faciliter l'engagement des collaborateurs d'AXA qui souhaitent, de manière générale, aider les autres de façon gratuite. Et ce bénévolat, quels sont les retours que vous avez eus des salariés, justement Le retour des salariés, il est toujours extraordinaire parce que le nombre d'actions, en particulier depuis 4 ans, le nombre d'actions menées chaque année n'a jamais cessé d'augmenter. Le nombre de collaborateurs qui s'engagent n'a pas cessé d'augmenter non plus. Et la qualité de la relation avec les associations ou les organismes extérieurs avec lesquels nous travaillons, nous avons des partenariats comme par exemple l'Arche qui a été le fil conducteur de l'année 2016. Ces relations n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors je ne sais pas, tu dois avoir maintenant presque, Raphaël, les chiffres de 2016. Tu peux peut-être les donner et dire s'ils sont en progression par rapport à 2015. Qui était déjà un record historique. Alors, il faut savoir qu'en 4 ans, on est passé de 2500 collaborateurs bénévoles à plus de 8500 uniquement en France. Sur à peu près 15 à 18 000. Hein. Sur 18 000 collaborateurs. Et en termes d'engagement, certain nombre d'actes de bénévolat, on est à plus de 25 000 actes de bénévolat. S'il y a un collaborateur qui participe à une opération, est un acte de bénévolat. Sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Et derrière, c'est vrai qu'au travers de cet engagement, c'est aussi la fierté qui est celle des collaborateurs, de se dire, voilà, finalement, il y a des valeurs qui sont vécues chez AXA, que ces valeurs, on peut les appliquer, les incarner au quotidien au travers d'actions concrètes, d'engagement au service des autres. Et tout cela suscite de la fierté de la part de ces collaborateurs d'avoir une entreprise dans laquelle, finalement, on met de l'humain et dans laquelle, finalement, nos lieux de travail sont avant tout des lieux de vie. Vous avez soutenu donc l'Arche cette année? On a soutenu l'Arche après avoir soutenu l'année précédente les apprentis d'Auteuil. On avait soutenu dans le passé l'Institut Pasteur. Chaque année, il y a ce qu'on appelle un fil conducteur, de manière à ce qu'une partie des ressources que l'on peut recueillir dans le cadre des actions de bénévolat bénéficie à une œuvre qui est bien identifiée. Cette année, c'était l'Arche, cette année, l'année dernière maintenant, puisque nous sommes en janvier. L'objectif qui avait été fixé, qui était un objectif assez ambitieux, était de pouvoir, en fin d'exercice ou au terme de l'action, aider l'Arche dans un certain nombre d'opérations de rénovation de ses centres ou d'amélioration des conditions de son action, en leur apportant 250 000 €, qui était à peu près la somme record qu'on avait collectée dans les opérations précédentes. On avait fait un tout petit peu plus sur les apprentis d'Auteuil, il me semble. Alors, c'était de cette ordre-là pour les apprentis d'Auteuil. Effectivement, il y a 4 ans, c'était un peu moins de 100 000 € qui étaient collectés. Donc, on est passé de 100 000 € il y a 4 ans à quelque chose aux alentours de 250 pour les apprentis d'Auteuil. Et là, ce qui montre en fait le caractère de plus en plus important de l'engagement des collaborateurs, on va terminer, je ne sais pas si le chiffre est public ou non. Maintenant, il est public. Oui. Maintenant, il est public. Bon, on est à, de mémoire, 391 000 €. Donc, ça veut dire qu'on a dépassé de façon très significative les objectifs qui avaient été fixés. Je pense pour 2 raisons. D'abord parce que les collaborateurs voient un sens croissant à leur engagement. L'Arche est une œuvre
absolument merveilleuse, incroyable. Vous avez rencontré Jean Vanier, qui est le fondateur de l'Arche. Quel souvenir vous gardez de la rencontre, à la fois avec Jean Vanier et puis Ouais. dans son institution? Une des raisons pour lesquelles Raphaël avait suggéré de choisir l'Arche, c'était de sensibiliser les collaborateurs à la fragilité et en particulier à celle qui est née du handicap. La tentation dans les entreprises qui marchent, dans les organisations qui marchent, c'est quelque part toujours de se croire invulnérable et du coup de devenir moins attentif à ce qui vous entoure et en particulier moins attentif aux fragilités de ceux qui vous entourent. Or, nous savons tous, les uns et les autres, que nous avons des zones de force et de confiance, mais que nous avons aussi des zones de fragilité, de doute et de différence. Et comprendre que dans une organisation sociale d'hommes et de femmes, il puisse y avoir des personnes qui réagissent d'une manière différente, parce qu'elles n'ont pas le même regard, parce qu'elles n'ont pas les mêmes codes, parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités quelquefois, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Alors on a développé ce partenariat, on a eu en particulier en juillet une journée tout à fait extraordinaire, parce qu'on est allé à Trolly, dont on avait fait une étape d'une action de bénévolat d'AXA à tout cœur, qui était un parcours à vélo de collaborateurs d'AXA dans un certain nombre d'endroits. J'ai eu le privilège de voir Jean Vanier, et puis de voir un certain nombre des résidents du foyer de Trolly, qui est le foyer historique de l'Arche. Et quand on le voit, quand on voit à la fois la profondeur, l'humanité, l'intensité de son regard, on ne peut pas ne pas être très profondément, je ne sais pas s'il faut dire bouleversé, interpellé, mais marqué en tout cas par ce moment. Vous avez rencontré pendant cette journée des personnes, vous avez discuté avec elles, vous avez oui, visité bien les sûr. lieux. On a vu ce qu'ils faisaient, hein, on a vu les activités qu'ils développaient, on a vu notamment les jardins, toute la production des ESAT. Voilà. Et qu'est-ce que ça montrait? Ça montrait que même des gens différents en termes de capacités classiques avaient de véritables capacités, une véritable inventivité, un regard extrêmement intéressant sur le monde, avec une force, une simplicité, ah oui, une vérité incroyable. Une relation qui est différente avec dans le handicap mental. Bien sûr. On en ressort différent de la journée qu'on a passée à Trolly. Alors, différent. On en ressort certainement. Vous disiez bouleversé. Oui, on en ressort remué. Et je pense qu'on en ressort avec l'idée qu'il faut porter une attention aux autres, avoir une capacité d'écoute et avoir une capacité à faire confiance encore plus forte que ce qu'on aurait spontanément. Concernant la fragilité, il y a eu récemment un colloque justement organisé par l'Arche sur le thème de la fragilité, notamment la notion de la fragilité en entreprise. Donc on a entendu des dirigeants qui se sont exprimés et la devise du « Sois fort et tais-toi », c'était quelque chose d'assez fort qui était finalement dit par les dirigeants. Est-ce que vous pensez qu'il y a une fatalité quand on est dirigeant d'entreprise à respecter cette règle du « Sois fort et tais-toi » ou ça peut évoluer? Non, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. Enfin, il y a des fatalités, mais dans d'autres domaines. Hein. Mais dans celui-là, non, ça n'est pas une fatalité. Je crois qu'on a tous, quand on est dirigeant d'entreprise, on a les uns et les autres été confrontés à ce type de problématique. Et c'est vrai qu'il y a une approche classique qui consiste à dire le dirigeant, c'est le chef ne doit montrer aucune faiblesse. Je trouve que c'est une vision assez traditionnelle. Moi, je veux dire, j'ai eu cette phase-là, hein, très clairement, jusqu'à qu'un jour, quelqu'un me convainque que montrer et accepter de reconnaître ses fragilités, ça n'était pas une fragilité, c'était une force, parce que ça prouvait quelque part qu'on était complètement en paix avec soi-même et que ça ne vous faisait pas peur d'avouer qu'on n'avait pas réponse à tout, qu'on n'était pas le plus fort sur tout, etc. etc. Et à l'admettre et à essayer de le pratiquer, ça m'a facilité la tâche, ça ne m'a pas compliqué.
Mais vous êtes d'accord pour dire que finalement les dirigeants ne sont pas les premiers à communiquer sur cette notion de fragilité? Non, parce qu'ils n'osent pas. Je pense qu'ils ont leur pudeur. Hein. Ils ont leur pudeur, c'est-à-dire ils se disent si je montre de la faiblesse, est-ce que ça ne va pas avoir, enfin de la faiblesse, ce qu'ils pensent être de la faiblesse. Une différence entre la fragilité et la faiblesse. Hein. Si je montre ça, est-ce que ça ne va pas être un espèce d'aveu d'impuissance? Est-ce que ça ne va pas abîmer ma capacité à faire mon devoir, à remplir mes obligations? Bon, je crois qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits, dans le cas d'un certain nombre de dirigeants, on est au-delà de ça. Je crois aussi qu'ils ont compris, parce qu'il y a non seulement ce que fait le dirigeant, mais il y a aussi ce qu'il accepte et qu'il n'accepte pas de ses équipes. Et que les dirigeants qui ont de l'expérience, peut-être que chez certains ça vient spontanément, moi ça n'a pas été le cas, mais les dirigeants qui ont accumulé de l'expérience comprennent qu'il faut laisser un espace à la fragilité. Parce que si on le lui refuse, c'est-à-dire si on veut être une organisation de Superman et de Superwoman, toute la fragilité qu'on contient, dont on refuse l'expression, c'est autant de vapeur qui ne sort pas de la cocotte, et un jour ça fait tout exploser si ça n'a pas pu s'exprimer, c'est-à-dire ça se termine en crise. Tout le monde est fragile. Il y a un moment, c'est pas très compliqué de regarder ce que sont ou ce qu'ont été nos vies et de trouver des moments où on aurait bien aimé avoir un peu plus d'écoute de l'autre, un peu plus de reconnaissance de la différence, un peu plus de support, de soutien. Le nier n'améliore pas le sujet, il le rend au contraire beaucoup plus souterrain et rend ses conséquences beaucoup plus sournoises. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on a tendance à aborder la fragilité de façon plus positive, en tout cas plus en parler? Oui, sûrement. Et les personnes handicapées aident peut-être aussi? Le fait de montrer davantage les personnes handicapées? Sûrement. Et là-dessus, quand même, je trouve que ça, c'est un vrai progrès des 30 ou 40 dernières années. C'est-à-dire le fait qu'on l'ait admis, puis le fait que progressivement, beaucoup de ces personnes qui, au fond, devaient faire preuve d'une énergie quasi surhumaine, malgré leur handicap, pour arriver à avoir une vie aussi normale que possible, se comporter quasiment comme les autres, ils avaient à la fois cette énergie très forte et cette réserve, cette pudeur, cette peur d'en parler. Et comme aujourd'hui, les gens s'expriment beaucoup plus librement et que ceux qui sont de l'autre côté me semblent être plus capables d'écouter et de comprendre, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès. On ne peut pas dire que c'est parfait, hein, mais sans progression. Mais je trouve que ça a beaucoup progressé, oui. Concernant l'allongement de la vie, est-ce que vous pensez qu'il faut, en tant qu'assureur, est-ce qu'il faut rendre obligatoire une assurance qui assure la dépendance? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a les faits, il y a les conséquences des faits, et ensuite il y a la réponse qu'on peut apporter à ce problème ou aux questions. Ce n'est pas l'allongement de la durée de vie qui rend le sujet de la dépendance plus important, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Si on regarde ce qui se passe en matière démographique, il y a une chose certaine qui est une extraordinairement bonne nouvelle, qui est que la longévité continue à s'accroître d'un trimestre par an. C'est-à-dire que l'espérance de vie, elle était de 46 ans en 1900, elle était un siècle plus tard de l'ordre de 77-78 ans, donc on a gagné une trentaine d'années de vie, et ce rythme continue, c'est-à-dire que on n'atteint pas un plateau, l'obtention d'un trimestre de longévité supplémentaire chaque année continue. Ça veut dire un truc très simple, parce que quand on dit un trimestre par an, les gens disent ouais. Il y a une façon de les frapper qui est de dire qu'un bébé qui va naître demain, c'est-à-dire dans 24 heures, va vivre 6 heures de plus en moyenne qu'un bébé né aujourd'hui. Parce que 6 heures dans la journée, c'est l'équivalent d'un trimestre par an. Alors ça frappe les gens, parce qu'ils se disent, un bébé né à 15 heures demain va vivre 6 heures de plus
qu'un bébé né à 15 heures aujourd'hui, eh bien si. Parce que un trimestre par an, c'est un tiers de l'année, c'est donc un tiers de la journée. Donc c'est intéressant. Ça continue. La dégradation de l'état de santé des personnes n'est pas liée directement à ce vieillissement. Ce sont toujours les 3 dernières années de la vie. Parce que les gens vieillissent, paradoxalement, heureusement, en bonne santé. Une personne de 60 ans aujourd'hui, les médecins vous diraient, pour prendre une image simple, qu'il a la santé d'une personne de 50 ans il y a 25 ans et d'une personne de 40 ans il y a 50 ans. Donc les gens vieillissent plutôt en bonne santé. Ce qui reste compliqué, ce sont les 3 dernières années de vie, dans lesquelles une personne sur 4 termine en état de dépendance à l'égard des autres. Ce phénomène social est un phénomène extrêmement lourd qui concerne tous les pays du monde, quelle que soit leur longévité, et qui s'aggrave parce que le coût du maintien dans des conditions de vie décentes de ces personnes augmente, et parce que beaucoup de ceux qui ont des moyens modestes ont du mal à faire face à ces coûts, parce que aussi, ça fait peser en réalité sur les familles, et en particulier sur les femmes, une charge qui est très lourde. Il y a en France, je crois, 6 millions de femmes concernées par le sujet. Qui sont aidants, quand vous dites... Qui commencent par aider leur mari dans les dernières années de sa vie, ou leur conjoint, et qui ensuite sont elles-mêmes, quand leur mari est décédé, seules. Et à ce moment-là, ce sont leurs filles qui les aident. Donc quand vous regardez parmi la population féminine de ce pays, il y a 6 millions de femmes qui passent une bonne partie de leur temps à s'occuper d'un ascendant dépendant. C'est un truc extrêmement lourd. Le système ne permet pas de couvrir ce que sont les besoins, et notamment les besoins dans un certain nombre de cas de placement de ces personnes dans des institutions qui soient des institutions spécialisées et qui allègent un peu la charge pour les familles en termes de temps consacré et améliorent en même temps la qualité. Pour faire ça, il faut trouver une réponse qui soit une réponse collective, parce que les gens qui ont les moyens la trouvent toujours, cette réponse. Ils ne sont pas arrêtés par l'obstacle financier. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Pour ça, il y a un seul moyen, c'est de mutualiser le risque. C'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose qui permette aux personnes de se protéger assez largement en amont, c'est-à-dire à partir d'un âge assez jeune, parce que plus on commence en amont, moins ça coûte cher, en mettant de côté ou en ayant un mécanisme qui permet de mettre de côté les sommes qui permettront le jour venu d'avoir les moyens nécessaires pour leur apporter la solution. Ça s'appelle l'assurance dépendance. Ça fait plus de 10 ans maintenant que AXA n'a pas pour y gagner des clients supplémentaires, parce que c'est vraiment totalement marginal, mais dans l'intérêt collectif à essayer de pousser un certain nombre de solutions. Elles existent à l'étranger. Il y a des pays, si vous allez regarder Singapour par exemple, où ça se passe très bien. Qu'est-ce Chez nous, il n'y a toujours rien. Qu'est-ce qui freine en France? Comme d'habitude, les totems et les tabous. Le totem de la sécurité sociale et le tabou sur sa modernisation. Le totem de la sécurité sociale, parce que personne n'arrive à imaginer que ce soit quelque chose qui puisse être fait en dehors de cette espèce de construction très impressionnante, alors qu'à l'évidence, la création d'une 5e branche n'a aucun sens. Elle a bien assez à faire, la sécurité sociale, avec les 4 branches qui existent, me semble-t-il. Et le tabou, parce que dès qu'on parle de faire quelque chose en dehors du schéma classique, on a beaucoup de mal à le faire accepter. C'est tout à fait dommage, parce que les principales victimes de cette absence de solution, ce ne sont pas les gens favorisés, qui de toute façon ont déjà des solutions et les conserveront. Ce sont justement les gens les plus défavorisés. On a proposé un système extrêmement simple, qui marche à l'étranger, qui marche d'ailleurs en France sur d'autres sujets, qui est de dire, mais le meilleur des systèmes serait d'avoir, entre guillemets, une assurance obligatoire. C'est-à-dire de dire qu'à partir de 40 ans, on doit tous les ans, tous les mois, verser un montant modeste, c'est quelques euros, c'est plutôt de l'ordre de la dizaine plus, prélevé sur ses revenus, pour avoir la garantie que si un jour on a un problème de dépendance,
À partir d'ailleurs du moment où on commence à souscrire, on sera pris en charge et qu'on ne pèsera pas. Bon, pourquoi ça marche un système comme ça? Parce que ça mutualise très tôt. C'est-à-dire ça donne du temps pour accumuler des réserves qui permettront de payer. Et puis surtout, ça fait contribuer. Vous ne savez pas, nous sommes 4 là, aujourd'hui dans cette pièce. L'un de nous 4, statistiquement, terminera sa vie dans un état de dépendance pendant les 3 dernières années. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de dire lequel. Et donc, si chacun d'entre nous doit cotiser, 3 d'entre nous, mais on ne le saura pas à l'avance, auront cotisé sans avoir besoin de la prestation, et le 4e qui n'aurait pas eu besoin qui n'aurait pas eu les moyens de cotiser tout seul, s'il avait fallu qu'il soit le seul à payer, eh ben, il aura les moyens nécessaires pour faire face à sa dépendance parce que les cotisations auront été, entre guillemets, 4 fois plus importantes. Je suis très étonnée qu'il n'y ait rien encore dans ce sens qui soit fait. Mais c'est ce qu'on appelle l'immobilisme français. Et vous êtes trop jeune, mais je ne sais pas si vous vous souvenez d'Edgar Faure. Edgar Faure, qui était un politicien de la 4e République, qui avait un sens très développé de la formule, avait dit « L'immobilisme est en marche et nul d'entre nous ne sait comment l'arrêter ».